bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud pour une autre soirée où on va parler de la théorie d'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Donc avec notre diapo de départ, on connaît bien. Et de quoi qu'on a parlé la semaine passée, on va recommencer un petit peu ce qu'on était rendu pour se donner un élan dans la suite. Théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Les dinosaures et des hommes, est-ce que les dinosaures et les hommes ont existé en même temps? Donc, on est rendu à la 8e partie de ce segment. On a vu ça la dernière fois, l'alimentation des dinosaures encore de nos jours. Il existe certains animaux qui, si nous ne pouvions les observer, nous pourrions être convaincus par leur dentition que leur alimentation est bien différente de ce qu'elle est réellement. Donc, si on n'avait pas le pouvoir d'observer ces animaux-là en train de mâcher quelque chose, puis on regardait qu'à leurs dents, on va se dire, ben, ça c'est un carnivore, ça c'est un carnivore, ça c'est un carnivore, mais c'est pas vrai. Donc, on avait vu les chauves-souris, par exemple, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu qu'une de celles-ci est vampire, l'autre, elle est insectivore, et la dernière, elle est frugivore. Dans ces 3 chauves-souris, avec des dents assez similaires, de base. Encore une fois, c'est une adaptation des espèces selon leur environnement, selon l'alimentation disponible, etc. Donc, l'alimentation des dinosaures, encore une fois, de la même manière, nous pourrions croire que certains animaux sont 100% véganes, alors qu'en réalité, ils sont partiellement omnivores. Comme on voit ici un chevreuil en train de dévorer un lapin ou en train de manger un serpent. En fait, les chevreuils sont, en milieu naturel, un des plus grands prédateurs des oisillons dans les nids. Vous saviez pas ça, hein? Vous l'avez appris ici à l'EBCRS. Les chevreuils mangent de la viande. Les vaches mangent des poussins sur les fermes. Les moutons, les chèvres mangent des poussins sur les fermes. C'est constant comme ça. Un écureuil qui mange une couleuvre, un autre qui mange une perche chaude, puis un autre un criquet. Pensez que ça mangeait juste des noix? Ben non. En fait, si un serpent change de peau, puis il laisse sa peau, ben l'écureuil va aller manger la peau du serpent que le serpent a laissé. Il va se nourrir avec ça. Des hippopotames en train de dévorer ou en train de mâchouiller ou s'en prendre à un zèbre au minimum. Et lorsqu'on regarde les dents d'un hippopotame, non, c'est des grosses, c'est une méchante mâchoire. Le squelette de ça est assez impressionnant, vous allez voir. Le squelette, ça, c'est le squelette d'un hippopotame. En fait, si on découvrait les ossements aujourd'hui, on n'aurait jamais vu la bête, mais ça serait à peu près la représentation artistique évolutionniste, hein, quand ils nous représentent un T-Rex, puis des hommes des cavernes, ces choses-là. Mais en fait, la véritable bête, mais c'est celle-là. Ça, c'est la véritable créature. Encore une fois, tu sais, dans l'interprétation artistique des évolutionnistes, si tu veux que ça ait l'air d'un singe, je vais te dessiner un singe. Si tu veux que ça a l'air d'une bête méchante, je vais te dessiner une bête méchante. Dans les théories créationnistes, nous admettons qu'il soit possible, dans des temps encore prédiluviens, qu'après la chute de l'homme, certains animaux aient commencé à user de violence territoriale et que le tout ait résulté en situation de relation du même type que celle du prédateur et de sa proie. C'est possible que ce soit arrivé. Il est donc effectivement possible que certains animaux à cette époque aient déjà commencé à occasionnellement consommer de la chair. Donc, avant la chute de l'homme, non. Après la chute de l'homme, oui. Définitivement après le déluge, après que les eaux ont terminé et baissé, oui. Une autre théorie propose que certains animaux, en l'occurrence les reptiles, donc les dinosaures, auraient pu avoir une alimentation liée à un éventuel changement de leur diète. Ainsi, selon leur croissance, certains animaux, en tant que juvéniles, auraient commencé par une diète végétarienne pour éventuellement, au terme de leur croissance, développer un appétit pour la chair. Et vice-versa. Aujourd'hui, il y a des animaux, on va le voir dans les prochaines présentations, il y a des animaux qui, juvéniles, commencent par manger des insectes, de la chair, etc., dans les reptiles, et éventuellement tombent à consommer des plantes après quelques années d'existence. Ils ne consomment plus jamais de chair. Donc, on voit ici un babouin juvénile manger un fruit, tandis que lorsqu'adulte, il est en train de dévorer une gazelle. Dans Genèse chapitre 8,
Au verset 4, ça dit « Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. » Non, et non pas sur le mont d'Ararat, mais dans les montagnes où le mont Ararat se trouve. 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 17e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. J'ai-tu bien dit ça, là? Les eaux allèrent jusqu'au 10e mois. Je suis pas trop sûr, mais vous m'avez compris. C'est ça que vous pouvez lire en même temps pour être sûr que je fasse moins d'erreurs possible. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fait à l'arche. Verset 7. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Nos connaissances concernant les corbeaux, les corneilles, peu importe, nous portent à croire que Noé avait relâché un corbeau afin que celui-ci lui rapporte des éléments prouvant la descente des eaux. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a lâché. Il voulait que le corbeau lui rapporte quelque chose. Là, on voit ici les retrouvailles d'un corbeau canadien que quelqu'un a réussi à apprivoiser. Les corneilles sont réputés pour rapporter des objets tels des offrandes ou des cadeaux à leurs bienfaiteurs. Maintenant, il y a un 10 sous canadien dans le bec, en fait, ce corbeau. Ainsi, le corbeau est un animal omnivore, opportuniste et charognard. Celui-ci aurait très bien pu rapporter à Noé des morceaux d'animaux en décomposition ou des morceaux de chair ou des morceaux d'os dû au déluge catastrophique. Voulant ramener quelque chose à Noé, son bienfaiteur, il le nourrit. Ce qui aurait prouvé la première étape de la descente des eaux, puisque des carcasses auraient donc gît sur une surface séchée ou étant au minimum boueuse. Ça va? Comprenez toute l'idée en arrière de ça? Pourquoi Noé lâche le corbeau ou la corneille? Pour que celle-ci puisse lui ramener quelque chose qui prouve, qui démontre la descente des eaux. Les Écritures nous rapportent un événement où Dieu a utilisé les corbeaux pour apporter des vives à l'un de ses serviteurs. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Dans les Écritures, dans le 1 Roi, chapitre 17, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande dans un endroit de sécheresse, là. Et il buvait de l'eau au torrent. Donc, pensée évolutionniste. Donc, la pensée évolutionniste va comme suit. Dans l'hypothèse de la survie du plus fort, voici ce que nous suggère la pensée évolutionniste. À la descente de l'arche de Noé, l'ensemble des animaux carnivores aurait très rapidement terrorisé et dévoré les animaux herbivores et ainsi anéanti les possibilités de survie et de reproduction des espèces les plus démunies. Ah, vous n'avez pas pensé à ça, vous êtes des chrétiens. C'est une légende, ça, l'arche de Noé, parce que les animaux carnivores, là, ben, ils auraient décimé tous les herbivores. Premièrement, c'était 2 animaux de chaque espèce pour les impurs, 7 pour les purs. Donc, en général, tout ce qui est herbivore fait partie des animaux purs, tels les moutons, ces choses-là. Donc, ce que ça nous donne comme résultat, c'est qu'on a plus dans un que pour l'autre. On a une disproportion. Mais on voit ici, hein, le lion s'en prendre un poney de zèbre, pas un poney, mais c'est ça, un petit zèbre. Et un grenard à l'appro et un dragon de Komodo à une chèvre. Dans un premier temps, donc évaluons, on va voir si ça fait du sens. Il est très peu probable que Noé et sa famille aient relâché l'ensemble des animaux prenant place sur les 3 étages de l'arche dans une même journée et ou tous en même temps. Hein, d'abord, on ne prenait pas les tirs. Bon, tu sais, je veux dire, les évolutionnistes pensent tous que les chrétiens, c'est des sans-dessins. Non. On va continuer à faire du sens. La Bible nous donne un indice définitif que tel n'a pas été le cas. On va voir ça. Dans Genèse chapitre 8, qu'est-ce que ça nous dit là? Au verset 18, « Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, et tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce sortit de l'arche. Ainsi donc, l'ensemble des animaux sont bel et bien sortis de l'arche, mais chaque espèce en son temps. » Il n'est pas dit qu'ils ont tous sortis en même temps la même journée, puis let's go dehors, là. Comment que ça marche? Je pense que Noé avait plus d'intelligence que ça. Encore une fois, dans l'alimentation des dinosaures, dans un nouveau monde délabré par les événements liés au déluge,
Quelle aurait donc pu être la source d'aliments des animaux que nous considérons aujourd'hui comme étant des carnassiers? Disons qu'ils mangeaient tout. Mettons qu'il n'y en avait pas un qui mangeait de la chair. Puis qu'après le déluge, là, ils commencent à manger de la chair. Et ces carnassiers-là, s'ils s'en sont pas pris au troupeau qui était là au début, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Il faut penser à ça. Une théorie envoie un autre. Considérant les millions de vies de toute espèce d'animaux tués par le déluge, certainement qu'une des options possibles aurait été le charognage. Il y en aurait, je pense qu'il y en avait pour un bout. Hein? De plus, l'expérience nous démontre que la plupart des carnivores préfèrent la facilité liée à l'opportunisme qu'offre le charognage que les énergies dépensées liées à la chasse. Il devait en avoir du charognage à faire. On continue. Aussi, dans un monde où l'eau du déluge s'était majoritairement retirée, on peut facilement imaginer qu'il y restait de multiples bassins ou des étangs, comme à la marée basse, marée haute, souvent ça arrive, donc des trucs comme ça, ou lorsque des rivières sortent de leur lit. Donc, il se crée des bassins ou des étangs dans lesquels les poissons vivants y étaient demeurés emprisonnés. Donc, il reste des petits poissons dans un petit pool, un petit étang qui s'est fait parce que les eaux se sont retirées, puis les autres, ben, ils ne sont pas retirés avec les eaux, ils sont restés pris là. Et ça donne un peu cet effet-là. Pendant que les terres continuaient à sécher, cette vie marine aurait fait surface, donnant ainsi à certains animaux une source de nourriture facile d'accès. Donc, ça fait toujours du sens? Ainsi donc, dans cette abondance de nourriture facile, l'attention des prédateurs en devenir, donc ceux qui allaient devenir des prédateurs, les félins, peu importe, les canins, etc., aurait été suffisamment longuement détournée des proies potentielles afin de permettre suffisamment de temps à la procréation de l'ensemble de toutes les espèces. Le tout aboutissant à un rééquilibre de la flore et de la faune où les troupeaux auraient eu le temps de retrouver un nombre de masse et où leur matière fécale aurait aussi joué un rôle dans l'enrichissement des sols, aidant dans la propagation et la croissance de la végétation. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Ça fait du sens? Excellent. That's all, folks. Dieu voulant, la semaine prochaine. Donc, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où encore une fois, on va continuer notre exposé sur la réalité de la création de Dieu versus la théorie d'évolution. Donc, on a vu la semaine passée quelques trucs intéressants. On continue dans notre avancement on avait parlé de l'alimentation des dinosaures. On est toujours dans la série qui parle des dinosaures et des hommes. Donc, des dinosaures et des hommes, on est rendu à la 9e partie. On avait vu ça un peu la semaine passée. Dans cette abondance de nourriture facile, l'attention des animaux prédateurs en devenir aurait été suffisamment longuement détournée des proies potentiels. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait beaucoup de charognage à faire à la sortie de l'arche. Des bassins avec des poissons qui étaient pris là, des cadavres. Hein. Il y avait des millions d'animaux, d'humains aussi, qui étaient morts lors du déluge. Donc, probablement qu'il y avait beaucoup de charognage à faire. Donc, ça a été suffisamment. Donc, s'il y avait des prédateurs en devenir, parce que on ne sait pas s'il y en avait avant, potentiellement peut-être un peu différemment, ben, il aurait été longuement détourné des proies potentielles parce qu'il aurait participé au charognage jusqu'à temps que ça s'épuise. Donc, ça aurait permis suffisamment de temps que la procréation des animaux de toutes les espèces continue, de toutes les espèces qui pourraient être des proies. Et le tout aboutissant à un rééquilibre de la flore et de la faune où les troupeaux auraient eu le temps de retrouver un nombre de masses et où leur matière fécale aurait aussi joué un rôle dans l'enrichissement des sols, aidant dans la propagation et la croissance de la végétation. Parce que s'il y avait aussi, il faut vous souvenir de ça, s'ils mangeaient des grains ou d'alimentation à l'intérieur de l'arche, quand ils sortent dehors, lorsque ça sort, il y a aussi de l'ensemencement qui se fait d'une façon ou d'une autre. Hein? On sait ça. Un autre défi offert par les évolutionnistes est en lien avec la végétation. Encore une fois, les évolutionnistes pensent qu'ils vont pouvoir nous jouer des tours en nous posant des questions un peu d'école. On a le Seigneur a réponse à tout.
En tout cas, à beaucoup de choses. Après le déluge, à la sortie de l'arche, l'ensemble des animaux herbivores n'auraient pas pu trouver suffisamment de végétation pour s'alimenter, autant les gros que les petits. Donc, c'était de la boue. Tu sais, à la sortie de l'arche, c'était de la flotte. C'était comment que les animaux ont pu manger du gazon? Marche pas? On regardez ça. Ce questionnement est légitime et fort heureusement, Dieu, dans son saint livre, nous donne les indices et les réponses afin de tirer des conclusions adéquates et sensées. Donc, on a des réponses qui sont adéquates et sensées. L'ensemble du temps passé dans l'arche, avant que la porte s'ouvre à nouveau sur ce nouveau monde, a duré 371 jours, donc un an. Pourtant, dû au retrait graduel des eaux, c'est à la 150e journée que l'arche s'est ancrée dans les montagnes du mont Ararat. Donc, après 150 ans, l'arche devient immobile. 150 jours, pardon. Elle devient immobile. Mais la porte ne s'ouvre pas avant la 371e journée. Donc, vous voyez qu'il y a un décalage. Il y a donc 221 jours entre l'arrêt de l'arche dans les montagnes du mont Ararat où elle s'est ancrée et l'ouverture de la porte. Genèse chapitre 8 nous dit, au verset 3, « Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta dans les montagnes d'Ararat. Ainsi donc, nous apprenons que la végétation aurait dû recommencer à pousser tout autour de l'arche plus ou moins 7 mois avant que les premiers animaux ne soient relâchés. Donc, ça donne quand même un bon bout de temps, là. S'il ne s'agit que de l'herbe verte, on parle de gazon, la germination de celle-ci ne prend qu'entre 5 et 10 jours à s'accomplir. Par la suite, l'herbe pousse à un ratio d'une croissance de 2 cm par semaine. Ainsi donc, après seulement 6 semaines, l'herbe aurait déjà été grasse et atteignant 12 cm. Je pense qu'il va y avoir de la verdure. On va voir. Continue. Les arbres et les arbustes prennent nécessairement plus de temps à croître. Malgré tout, certains arbres, tels les aulnes, les cyprès et les saules, poussent très rapidement. Donc, on voit un aulne glutineux ici. Le premier témoignage de la végétation post-diluvienne est certainement celui qui se rapporte à la feuille d'olivier dans le bec de la colombe. Vous vous souvenez de ça pour ceux qui ont lu leur Bible? Toujours au chapitre 8 de la Genèse, à partir du verset 8. Donc, Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Donc, pourquoi il lâche la colombe? Pour voir si les eaux ont diminué sur la surface de la terre. Qu'est-ce qui va être son indice que les eaux ont diminué sur la surface de la terre? Vous savez déjà la réponse. Mais la colombe ne trouvait aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Il est allé faire son nid. Donc, ce récit est conséquent avec ce que représentent les plants d'olivier, puisqu'au contraire de plusieurs autres arbres qui doivent pousser à partir de leurs semences, l'olivier est un des arbres les plus faciles à se reproduire, car une simple brindille enfouie peut prendre racine et germer. Donc, voici un olivier ancestral qui a vraiment des centaines d'années. Comme que le tronc est tout entortillé, c'est particulier. Ainsi donc, nous concluons qu'il est plus que probable que l'ensemble des animaux sur l'arche, incluant les dinosaures, faisant partie du groupe des reptiles, aient été nourris sur l'arche pendant l'ensemble de leur séjour et qu'ils aient aussi trouvé de la nourriture en abondance à leur sortie de l'arche, qu'ils aient été soit des charognards ou des herbivores ou peu importe. Des deux côtés, il y avait de la bouffe en sortant de l'arche. Bien que classé parmi les herbivores, l'iguane commun adopte un régime principalement carnivore ou insectivore au début de sa vie, période durant laquelle il se nourrit d'araignées, d'insectes et en tout genre, à peu près pendant au début de sa vie. Donc, je vous ai expliqué ça, je pense, la semaine passée, qu'il y avait certaines bestioles, certains animaux qui changent de régime éventuellement. Donc, on avait vu un babouin
jeune babouin qui mangeait un fruit, mais un babouin adulte qui mangeait une gazelle. Donc, il était passé du frugivore, si vous voulez, ou herbivore, à carnivore ou omnivore. Mais dans l'iguane, c'est le contraire. Donc, quand il est petit, il va manger des choses qui sont encore plus petites que lui, donc des insectes, des trucs comme ça, un peu comme la grenouille le fait ou quelques d'autres reptiles vont le faire. De petits reptiles le font, comme le caméléon, etc. Mais cette bébite-là, elle grossit. Et lorsqu'elle grossit, elle devient plutôt frugivore ou va manger de l'herbe ou des feuilles ou des choses comme ça. Donc, s'il donne de la laitue, puis elle est bien contente. Dès l'âge de 3 ans, alors herbivore, il se nourrit de fleurs, de fruits et de plantes. Donc, on voit une iguane terrestre, un iguane marin. Il y a quelque chose de très, très particulier avec l'iguane marin, qui est probablement la bestiole qui a inspiré le fameux personnage fictif de Godzilla. Il y a des choses intéressantes à savoir sur les iguanes qui pourraient nous donner un parallèle intéressant avec la vie de nos regrettés dinosaures. Première chose, sur plus de 300 espèces d'iguanes, l'iguane des Galapagos est la seule iguane marin, le seul sachant nager. Tous les autres sont des iguanes terrestres. Particulier. De plus, il est endémique des îles Galapagos, un chapelet de 21 îles sauvages au milieu de l'océan Pacifique, ce qui veut dire qu'on le retrouve que là-bas. Juste à une place, puis il s'est adapté à son environnement de façon incroyable. Vous allez voir ça. Et ça peut vraiment nous donner des indices à qu'est-ce qui est arrivé ou qu'est-ce qui se passe concernant nos regrettés dinosaures. Ce premier point nous démontre une éventuelle microévolution ou, si vous voulez, une adaptation par cette espèce d'iguane à son environnement. Deuxième point, l'iguane marin est végétarien et mange exclusivement des algues marines. S'il n'en trouve pas assez, il rétrécit. Pas juste il maigrit, il rétrécit. On parle de manière de s'adapter. En gros, il perd du poids, il perd de la masse musculaire, il perd de la masse osseuse, il perd du cartilage, et il se remet à grandir à nouveau quand la nourriture devient abondante. T'imagines-tu? Ouais, il rétrécit. Il rétrécit. C'est même pas question de maigrir, c'est question qu'il devient plus petit. Et ça me donne des bons. Ce deuxième point nous démontre une autre microévolution, donc une autre adaptation liée à sa masse corporelle due à son environnement. C'est assez particulier. En observant cette habilité chez ce reptile, serait-il possible qu'une partie des espèces de dinosaures sorties de l'arche soit toujours parmi nous, mais de taille plus petite? Peut-être. Parce que si elle rapetisse pour s'adapter à son environnement, est-ce qu'il y a des dinosaures aujourd'hui, des arbres qui que leurs ancêtres c'était les dinosaures, mais ils ont rapetissé pour s'adapter à un environnement qui est changé. Donc, est-ce que c'est possible? Ben, c'est possible. Tu sais, donne-y 900 ans ou 1000 ans ou 1500 ans, puis un environnement propice. Ça se pourrait qu'il fasse peur. Hein? Non, mais tu sais, ça a l'air d'un dinosaure, je m'excuse, mais ça a l'air de ça. Donc, ceux-ci auraient très bien pu, tel cette iguane, transiger vers une plus petite taille afin de s'adapter à leur nouvel environnement. Hein, je vous avais montré les vestiges qu'on peut retrouver de caractéristiques entre un caméléon et un tricératops. C'était particulier, là. Les crêtes des piquants dressés sur son dos sont purement dissuasives sous ses airs de dragon renfrogné. L'iguane des Galapagos est totalement pacifique. Il choisit la fuite quand une buse des Galapagos, son pire ennemi, pointe son bec. Autre chose aussi, que c'est pas dans le PowerPoint, mais quand elle mange des algues, à un moment donné, elle fait un surplus de sel. Ben, le surplus de sel, elle a développé une façon de le faire sortir par sa peau. En fait, c'est particulier. C'est vraiment une adaptation incroyable. Serait-il possible que certains anciens dinosaures tels le T-Rex n'avaient des airs féroces qu'en guise de dissuasion? Comme lui, ses pics. Il y en a d'autres reptiles qui ont des trucs qui font peur, mais finalement, c'est juste pour faire peur parce qu'ils sont pas féroces. Considérons maintenant ce fameux T-Rex et allons-y de certaines hypothèses. Serait-il possible qu'avec ses petits bras raccourcis, ne pouvant agripper ses proies, celui-ci n'ait pas été un très bon chasseur?
C'est comme 2 chicken wings. Serait-il possible que pour pallier à ses petits bras raccourcis, sa grosse tête munie de dents menaçantes lui servait plutôt lui venait plutôt en aide pour éloigner les ennuis? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Serait-il possible que ses dents, telles des râteaux, l'aidaient majoritairement à manger de la verdure, voire même des algues? N'oubliez pas, le T-Rex, au départ, était herbivore. N'est-ce pas? Oui, ça, c'est celui avec ses petits bras. Il fait. C'est un T-Rex italien. Ben non, mais tu sais, il y a des bons râteaux pour manger des pâtes. Ça marche bien son affaire. Regardez l'orignal, la façon que son museau est fait, il mange des algues. Ces hypothèses sont aussi valides du côté créationniste que celles que nous retrouvons du côté des évolutionnistes qui nous le dépeignent comme étant un carnassier. Tu sais, avec ses petits trucs là, pour ramasser les choses à temps, il est unstoppable. Je ne sais pas si vous voyez ça. On lui a donné des orthèses à notre T-Rex. La nature nous enseigne donc que le carnivorisme animalier est le fruit d'une adaptation génétique, probablement liée à la survie et à quelques dispositions génétiques. And that's all, folks. Dieu voulant, semaine prochaine ou l'autre. Donc, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où encore une fois, on va continuer nos études sur la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Et on va continuer ce qu'on était rendu la dernière fois pour se donner un autre élan dans du nouveau matériel. Donc, la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution, on est rendu des dinosaures et des hommes. À quelle partie? Vous savez plus, hein? Yes, sir, 10e partie, exact. Donc, on a vu ça la dernière fois. Hein? La nature nous enseigne que le carnivorisme animalier est le fruit d'une adaptation génétique probablement liée à la survie et à quelques dispositions génétiques. C'est-à-dire qu'au départ, tous les animaux étaient soit frugivores ou herbivores, plutôt herbivores en fait. Et éventuellement, à la sortie de l'arche, plus précisément, il y a eu les fameux carnassiers sont devenus ce qu'ils sont. Et il y a une sorte de mutation dans ce sens-là. Donc, les dinosaures après le déluge. Au cours de notre étude, nous avons élaboré le fait qu'il soit plus que probable que certains des reptiles existants de nos jours soient les lointains descendants des dinosaures de l'époque liée au déluge. Oui, le reptile qu'on voit là s'appelle un basilic. Et le basilic est aussi appelé dinosaure miniature. Donc, imagine ce bad boy-là, donne-y 500 ans, ou 1000 ans, ou 900 ans, puis des conditions atmosphériques qui sont propices, puis tu pourrais avoir une grosse bébite. Donc, c'est pas pour rien qu'il est appelé un dinosaure miniature. Il a l'air de ce qu'il a l'air. Il rappelle les reptiles qui étaient des dinosaures. Ainsi, il est possible que certains des reptiles répandus sur l'ensemble de la Terre soient en fait l'équivalent de dinosaures de petit format. On voit ici le diable cornu, qui est le Moloch ouridus, qui a vraiment l'air d'un mini dinosaure. Right? Vous êtes d'accord que ça a l'air de ça? Vois-tu? C'est moche. Ouais, c'est moche, ça fait dur. Tu fais pas très bien que ça dans ton lit. Nous avons observé que les indices bibliques pointent vers des conditions de vie différentes avant le déluge. Suite au déluge, nous observons une dégradation de l'espérance de vie des hommes et nous concluons qu'il devait en être de même pour l'ensemble des animaux. Donc, il y a tous les éléments qui ont dû varier suite au déluge, le taux d'oxygène devait être de tous les éléments qui ont dû varier suite au déluge, le taux d'oxygène devrait être un des plus propices au changement de longévité des espèces, incluant celles des hommes. Et donc, le taux d'oxygène qu'on retrouve dans l'ambre, dans les bulles d'air qui sont emprisonnées dans l'ambre fossile préhistorique, ça est de 50% plus élevé. Donc, juste ça fait toute une différence.
Ainsi, les reptiles, suite au déluge, n'ayant plus les conditions climatiques propices à une longévité appropriée, ne peuvent plus vivre aussi longtemps, ni atteindre un état de croissance aussi gigantesque que leur offrait le monde prédiluvien. N'oubliez pas, hein, selon l'alimentation, vous vous souvenez, les iguanes marines, elles rapetissent quand il manque de nourriture. Et elles reprennent de la masse. Mais quand on dit rapetissent, c'est pas juste ils maigrissent. Cartilage, os, tout, les organes, tout rapetissent lorsqu'il manque de nourriture et ils reprennent de la masse lorsque la nourriture est abondante. Donc, on voit une adaptation potentielle chez les reptiles qui est peu commune. Donc, le lézard à collerette, là, le frill neck lizard, on voit de quoi il a l'air bien méchant comme ça, mais son collet, en fait, n'est que pour faire peur. Parce qu'il est inoffensif, il a de la misère à mordre, il n'y a pas assez des grosses dents. Donc, il va essayer de te faire peur, puis il va te courir vers toi. Si tu ne bouges pas, puis tu t'avances, il saute. Avec ses affaires à ses côtés. Donc, à la lecture des Écritures, nous pouvons quand même observer les récits d'une dégénérescence progressive de la longévité de vie de nos ancêtres, jusqu'à avoir les indices d'une longévité similaire à celle que nous avons de nos jours. Dans un des psaumes, c'est un psaume qui est associé à Moïse. Ça nous dit que Moïse, il dit que l'Éternel, il parle que l'homme devrait compter ses jours, et que ses jours sont à peu près de 70 à 80 ans, et cet homme-là a vécu 120 ans. À 80, il avait encore toute sa vigueur, donc il savait ce qui s'en venait. Nous voyons qu'il y avait des géants parmi les hommes avant le déluge et aussi par la suite, ce qui suggère certainement le même phénomène potentiel pour certains animaux qui pouvaient atteindre de grandes tailles, incluant les reptiles. Donc, il y avait des géants dans ce temps-là, c'est ce qu'on va voir. Donc, le Gigantopithecus est un orang-outan géant, donc un primate, n'est-ce pas? Estimé à 10 pieds, 3 mètres et presque 700 livres. Donc, on a trouvé les fossiles de ça. Il n'y en a plus de ça aujourd'hui. Même un gorille à doigt argenté, c'est un nain à comparer de ça. Si nous avons la certitude que certains primates atteignaient une taille de 10 pieds, pourquoi en aurait-il été différemment des hommes? Donc, ça veut dire que si c'est des primates pour primates, parce que les hommes sont supposément des primates dans ce sens-là, si on y va toujours avec les théories scientifiques d'évolution. Donc, pourquoi il y avait des gros singes, mais il n'y avait pas de grands géants hommes? Même conditions atmosphériques qui permettaient les mêmes phénomènes. On continue. Donc, encore une fois, dans les dinosaures après le déluge, ce qui suggère certainement qu'il y a le même phénomène potentiel pour certains animaux qui pouvaient atteindre de grandes tailles, incluant les reptiles, comme on a vu. Ben, regardez bien, l'ours à face coupe, l'Arctodus simus, d'une grandeur moyenne de 1,80 m au garrot et de 3,50 m debout, c'est énorme! Il aurait été environ 50% plus gros que l'ours Kodiak d'aujourd'hui. Il n'y en a plus de ça, mais c'était géant. On s'entend qu'il n'y en a plus, mais c'était géant. L'orang-outan qu'on a vu, on s'entend qu'il n'y en a plus, mais c'était géant. OK, parfait. Ça se peut-tu que c'était la même affaire que les reptiles? Il n'y en a plus, mais c'était géant. OK, parfait. Le Megatherium americanum, un paresseux géant, était vraiment paresseux. Était un animal long de 6 mètres avec un poids allant jusqu'à 4,5 tonnes. Son nom signifie grande bête d'Amérique. Il possédait des griffes de 30 cm. Tu sais, ta règle d'école, là? Ça, c'était ses griffes. Il possédait des griffes de 30 cm de long qui lui servaient à se nourrir. C'est quoi ça, cette bébête-là? Un paresseux. C'est quoi ça a l'air aujourd'hui? Ben, c'est ça, exactement, on le voit à l'écran, là. Pas mal plus petit, hein? C'est la même bébête. Exactement. C'est la même grande bébête qui était géante. La même famille. Le Titanothylopus est un genre éteint de chameau endémique d'Amérique du Nord. Il atteignait une hauteur d'épaule à 3,5 mètres, donc 10 pieds à 11 pieds et demi à peu près. Et un poids de 2500 livres, qui est 2500 kg, donc 5500 livres. Hey, c'est énorme! Versus aujourd'hui, quoi ça a l'air? Méchante différence, hein? Ça se peut-tu qu'il y avait des géants dans ce temps-là? Ça se peut-tu que c'est la même affaire pour les reptiles? C'est un calminidé, c'est un chameau, c'est rien que ça. C'est juste un gros chameau parce que dans le temps, c'était possible qu'il devienne gros. L'Anthroponis, c'est un genre de manchot géant qui atteignait 2,5 mètres de longueur et pesait
108 kilogrammes. En comparaison, la plus grande espèce de manchot moderne, le manchot empereur, ne mesure que 1,2 mètres de long. La différence, il faut que tu te mettes à genoux pour être la même hauteur. Parce que l'autre qui était à peu près de ta grandeur debout. C'est la même bébite. Plus grosse. Pourquoi? Parce qu'il y avait des géants dans ce temps-là. Mais c'est la même affaire. Ils sont plus petits aujourd'hui, mais les reptiles, c'est la même affaire. Ils sont plus petits aujourd'hui, puis avant, ils étaient plus gros. C'est les mêmes reptiles qui se sont adaptés à leur environnement. Le Diprotodon était le plus grand marsupial connu qui vivait en Australie. Il était un wombat géant herbivore de la taille d'un bison d'Amérique. Dimension, longueur de 3 mètres de hauteur, un poids de 2700 kg. Versus aujourd'hui, ça a l'air d'un gros toutou. Et c'était ça. Donc, ça se peut-tu qu'il y avait des géants dans ce temps-là? Parce que les conditions atmosphériques étaient propices pour qu'il y ait des géants. Donc, le taux d'oxygène était plus élevé. Le climat était tropical. Le taux de pression atmosphérique était différent. Donc, ça se peut-tu qu'il y avait des différences? Puis c'est pour ça que les lézards étaient beaucoup plus gros. Parce que l'environnement était propice et leur permettait d'être aussi gros. Le Doedicurus clavicaudatus avait une hauteur de 1,5 mètres et une longueur totale de 4 mètres. Il pouvait atteindre une masse d'environ 2300 kilos. C'est rien d'autre que quoi? C'est un gros tatou. Donc, il y avait une énorme carapace en forme de dôme constituée de nombreuses écailles, quelque peu semblables à celle de son parent moderne, qui est le tatou, ou en anglais, l'armadillo. Voilà. C'est rien d'autre que ça. Tu sais, qu'ils sont écrasés sur le bord des routes aux États-Unis, des fois, mais c'est ça. Des centaines de fossiles d'animaux qui avaient jadis des formes de développement physique particuliers ont été découverts. Donc, on voit un pangolin géant. Plusieurs d'entre eux peuvent être reliés à des familles d'espèces qui sont encore existantes de nos jours. Primates, ursidés, camélidés, cervidés, antilopes, rongeurs, etc. On voit un castor aujourd'hui qui était un castor de 1,8 mètres. Le Castroides Giant Beaver, un grand castor. Il mangeait des séquoias géants. Dans certains cas, si les paléontologues voulaient l'admettre, il s'agit carrément d'espèces encore existantes, mais dans un plus gros format. C'était les mêmes espèces. Pas besoin de donner des noms d'espèces, disant « Ah, c'est une espèce disparue ». Non, c'est la même espèce, c'est le même animal, mais il peut plus être aussi gros, ça marche plus aujourd'hui. Il peut juste être plus petit parce que son environnement ne lui permet plus d'avoir cette grosseur-là. Voici ma théorie sur le sujet. Êtes-vous prêts? Genèse 6, 4, la première partie du verset dit « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi par la suite. » Et ça, c'est Moïse qui dit ça. Donc, c'est une traduction littérale de la version King James en anglais, parce qu'en français, on n'a pas le même sens qui nous est donné. Et ça porte à confusion, en fait, mais je pense que littéralement, la façon que c'est écrit dans King James, c'est très, très précis. Ça précise quelque chose et je m'en viens avec ça. Ma conviction est que Moïse s'exprime ici sur le monde prédiluvien en disant « en ces temps-là » et qu'il fait aussi une différence avec le monde post-diluvien en disant « et aussi par la suite ». Donc, on voit ici, il y avait Goliath, était un géant d'à peu près 10 pieds, donc ça, c'est par la suite, donc c'est post-diluvien. Et il y avait des géants dans ce temps-là prédiluviens. Donc, les hommes étaient géants, les animaux étaient géants, les reptiles étaient géants. Donc, toutes ces choses-là étaient géants. Et par la suite, on voit, c'est comme l'âge des hommes qui ont diminué. Ben oui, éventuellement, la grandeur, les grosseurs des animaux et la grandeur des hommes ont fini par diminuer pour s'équilibrer aujourd'hui à ce qu'on connaît. Tout comme les reptiles, les animaux géants, mammifères et autres n'ont pas complètement disparu, mais ils se sont plutôt adaptés à des conditions environnementales changeantes. Le taux d'oxygène étant plus élevé ainsi que les autres conditions naturelles de l'époque leur permettaient de vivre plus longtemps et de développer ce qui serait perçu de nos jours comme étant des excroissances. Donc, ça avait l'air comme du gigantisme, des excroissances, trop de croissance. On voit ici un tricératops, puis je pense à un de ses parents lointains aujourd'hui, qui est un caméléon à 3 cornes. Donc, après ça, c'est le même qu'il l'appelle, le caméléon à 3 cornes. Dans ces conditions, le cas des reptiles est plus particulier, car selon nos observations, ceux-ci, dans un environnement propice, ont la capacité de croître tout au long de leur vie.
Donc, tant que l'environnement est propice, tant que l'alimentation est là, tant que la température est là, tant que l'environnement est propice, l'animal grossit toute sa vie. Mais imagine s'il y a 900 ans, s'il y a 500 ans. Ouais. Imagine tout ça. Ouais, ben imagine n'importe quel lézard. Tu vas tomber avec des brachiosaures, des tyrannosaurus rex, toutes ces petites bébites-là. Tu vas avoir donc, on voit ici un Manjugasaurus. Les mêmes conditions qui ont permis aux reptiles d'atteindre des dimensions colossales sont les mêmes conditions qui ont permis à plusieurs autres animaux d'être des géants. En comparaison à ceux des mêmes familles que nous pouvons observer encore aujourd'hui, le tout étant aussi inversement vrai. Donc, on a ici un iguane rhinocéros. On voit que cette bébite-là avait une corne au front. On voit que l'iguane rhinocéros aussi a un genre de corne au front. Je ne dis pas qu'un est l'ancêtre de l'autre. Je dis simplement qu'il y a un reptile qui était gros parce que ça lui permettait de l'être, mais qu'on voit les vestiges de ce qu'un dinosaure aurait pu être si l'iguane avait les conditions adéquates. Probablement qu'elle pourrait être aussi grosse que nos dinosaures de l'époque, nos regrettés dinosaures. Et that's all, folks, nous dit le dinosaure. À la semaine prochaine ou plutôt dans quelques semaines.